doctorat en sciences politiques de l'Université de Genève et de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, en France. Elle a soutenu sa thèse intitulée Bricoler au rythme du politique, l'ambivalence des islams au Tchad en décembre 2021. Elle est actuellement postdoctorante à l'Institut de recherche et de développement IRD au sein du projet RIMA, qui veut dire inégalité, radicalité et citoyenneté féminine au Maghreb et en Afrique de l'Ouest islamisée. Elle vient de publier dans le dernier numéro des cahiers d'études africaines un article intitulé L'islam du milieu ou l'islam des puissants, des usages de la bonne religiosité. Aujourd'hui, la présentation de Cécile va porter sur le capital esthétique et agency des femmes musulmanes à N'Djamena, une présentation qui va porter sur son long terrain qu'elle a eu à faire au niveau de sa thèse au Tchad et particulièrement à N'Djamena. Comme dans les précédentes sessions, la conférence d'aujourd'hui sera enregistrée. Donc, pour ceux qui souhaiteraient ne pas figurer dans le film, priez mettre votre caméra en mode éteint. Et voilà, Cécile. Oui, je suis là. Si tu es prêt, voilà, oui. Tu as 30 à 45 minutes de présentation et à la suite, nous allons procéder aux échanges avec le public. Merci. Okay. Ben, merci à vous, merci à la chère ICAO de m'avoir invité à animer cette conférence. Je pense que voilà, vous m'avez déjà présenté, c'est pas la peine que je revienne sur qui je suis. Actuellement, je suis à N'Djamena, donc s'il pourra avoir peut-être des problèmes d'électricité, je serai peut-être amenée à démarrer le générateur. Donc voilà, veuillez m'excuser pour ces éventuels contretemps. Alors, je vais tout de suite commencer par vous raconter une petite histoire en guise d'introduction de mon propos. C'était juste après la fête de l'Aïd, donc de cette année, au mois de mai, et puis je retrouve un ami qui travaille dans une multinationale, quelqu'un d'assez bien assis et qui appartient aux classes aisées, aux classes aisées n'djaménoises. Il est marié depuis peu et puis à chaque fois qu'on se retrouve, il m'explique qu'avec sa femme, ça ne va pas du tout, des tensions constantes, beaucoup de conflits, etc. Bon. Et puis là, juste après la fête de l'Aïd, il m'annonce qu'il vient d'acheter un lafaille, un voile, donc, que vous pouvez voir sur un exemple de lafaille que vous pouvez voir sur la vidéo, enfin sur le PowerPoint. Donc, il a acheté un lafaille à sa femme d'une valeur de 200 000 francs CFA, à peu près 300 €. Alors, moi, je suis un peu estomaquée. Ce voile acheté provient d'une prestigieuse entreprise suisse qui s'appelle Filtex. Donc, c'est vraiment on est dans le haut de gamme du voile. Et il me montre sur son téléphone les vidéos TikTok de sa femme entourée de ses amis et de son nouveau lafaille pour la fête de l'Aïd. Intriguée, je lui demande en fait pourquoi avoir fait ce cadeau d'une si importante valeur alors que ça se passe mal dans sa relation de couple. Et ce qu'il me dit, c'est que en fait, si nos problèmes remontent aux oreilles de la belle famille, ils vont dire que c'est de ma faute parce que je ne prends pas soin de leur fille. Donc, je suis obligée, matériellement parlant, d'apporter certaines preuves je dirais pas de mon amour, mais en tout cas de me plier aux attentes familiales pour montrer que je prends soin de ma femme. Et pour montrer que je prends soin de ma femme, ça passe par des achats, ça passe par des cadeaux, dont ce lafaille d'une valeur de 300 €. Sans tomber dans une analyse utilitariste, on peut supposer que les obligations maritales les obligations maritales d'Issa procurent à son épouse certaines marges de manœuvre, à l'instar du prestige social procuré par sa nouvelle tenue. Donc, elle était entourée par ses amis et elle montrait sa nouvelle tenue sur TikTok. Gain, cependant, tout relatif au regard du contexte conjugal tendu, bien évidemment.
Complexifiant la question du couple dominant-dominé, étudier la matérialité du Lafaille et ses différents usages nous renseigne sur l'agencéité, autrement dit les capacités de pouvoir des femmes tchadiennes. Les conflits quotidiens entre le jeune couple, comparativement au coût matériel investi par Issa dans son ménage, qui n'est cependant pas à la portée de toutes les bourses. Comme je l'ai mentionné en introduction, Issa travaille dans une multinationale importante, laisse transparaître en fait des relations de pouvoir bien plus complexes que les supposées, mais néanmoins existantes, normes patriarcales régissant les rapports hommes-femmes. Pays sous-étudié, sinon au prisme de son insécurité et de ses constantes rébellions, la problématique du genre au Tchad n'a pratiquement pas fait l'objet d'investigations scientifiques, si ce n'est différents rapports des ONG et autres littératures grises. Illustré par l'expression en arabe marasakit, ça veut dire vous êtes seulement des femmes. Il est clair que le système social tchadien est largement dominé par des normes patriarcales, productrices de violences symboliques comme réelles. En deçà de cette réalité, qu'on ne peut pas pour autant quantifier, on a très peu de chiffres en fait sur tout ce qui est question de VBG, de violence faites aux femmes. Il y a un silence total sur la question. Certaines stratégies féminines à bas bruit permettent aux femmes de s'aménager de relatifs espaces d'autonomie et de négociation face à la domination masculine. Explorer les paramètres politiques du vêtement, et plus précisément du voile, permet de reconsidérer la palette de négociations à disposition des actrices, révélant d'autres domaines de pouvoir insoupçonnés. Donc, dans la veine de plus ou moins récents travaux en anthropologie féministe sur la Djansi, des femmes musulmanes, je vous en ai cité quelques-uns sur le PowerPoint, je propose de désislamiser le voile pour montrer en quoi le signifiant religieux, qui n'est cependant pas totalement absent, interagit avec d'autres contingences, avec d'autres paramètres quotidiens et ordinaires. Loin d'être monolithiques, les pratiques de voilement sont façonnées par les contextes politiques, culturels et religieux de leurs porteuses. Beauté de la femme tchadienne, selon les expressions populaires et selon l'imaginaire dominant, le Lafaille nous dit bien plus des dynamiques travaillant la société n'djaménoise que le simple capital esthétique auquel son imaginaire est rattaché. Plusieurs travaux, en ce sens, ont souligné les capacités de pouvoir procurées par ses équivalents mauritaniens et soudanais. Donc, le Lafaille en Mauritanie est appelé Malafa et au Soudan est appelé Tob. La spécificité du Tchad, c'est que c'est un pays laïque à composante chrétienne et musulmane. Le Lafaille n'est pas uniquement porté par des musulmanes, mais également des chrétiennes pour des raisons purement de confort. Portés par toutes, en fonction du contexte social et des objectifs personnels visés, ces usages nous rappellent que les objets n'ont ni un statut religieux ni séculier. Au contraire, les façons dont les formes deviennent ou cessent d'être religieuses peuvent bien changer au cours de leur production, leur circulation et leur consommation et dépendent des intentions en fait, de leurs porteuses. Portés par les femmes tchadiennes en politique, ils signent une image professionnelle marquée par la modestie et le respect de la tradition, légitimant leur accès à l'espace politique en se parant des atours de la bonne moralité. Ce sera mon premier point. Utilisé sur le mode de la séduction par les plus jeunes, le Lafaille permet de contourner les règles morales fortement conservatrices régissant l'espace public en jouant autour de ce que le voile laisse dévoiler. Ce sera mon deuxième point. Stylisé et importé d'Occident, il symbolise l'accès aux classes aisées et aux réseaux économiques transnationaux, jouant alors comme marqueur de différenciation entre classes sociales. Ce sera mon troisième point. Non exhaustifs, ces différents usages peuvent parfois se recouper, se juxtaposer, tout dépend de la volonté en fait, des actrices, qui sont tout à fait capables de jouer entre les contextes et les opportunités associées. Si les modalités historiques de diffusion du voile doivent faire l'objet de plus longues investigations, nous pouvons cependant supposer, au regard des photos de l'époque coloniale, que le port du voile, milieu islamisé, relève d'une différenciation de classe, doublée d'une distinction entre milieu rural et urbain. En effet, même en milieu islamisé, les femmes rurales apparaissent le plus souvent dénudées,
contrairement aux femmes des cours royales musulmanes, et notamment la cour royale du Wadaï, de l'empire du Wadaï. Donc là, c'est des photos prises par l'anthropologue Marie-Josée Tubiana dans un village, dans le même village au Wadaï. Donc en 1960, on a des jeunes femmes portant des pagnes de cotonnade indigo. Et en 1990, elle prend dans le même village ce cliché, c'est une femme qui est en train de s'enrouler dans son voile. Donc, initialement, symbole de prestige social, sa popularisation doit être mise à l'actif du développement de réseaux économiques transnationaux épousant les évolutions de la mondialisation. Historiquement importé du Soudan, du Nigeria et de la Mauritanie, le tissu est à présent commandé en Inde pour des raisons de moindre coût de production. Les productions sur mesure de haut de gamme, comme le Lafaille Filtex porté par l'épouse de mon amie Issa, sont quant à elles la quasi-exclusivité de l'entreprise que je viens de vous mentionner, Filtex, en Suisse, et de l'entreprise autrichienne Gesner. Indice, donc là je vous ai mis quelques exemples. Voilà, en fait, le Lafaille, c'est des rideaux, en gros. Donc, je vous ai mis 2 exemples de type de Lafaille et comment c'est traditionnellement porté. Enfin, bien que la jupe, entre guillemets, doit descendre plus bas que les genoux. Par rapport à mon terrain, donc ce travail est le fruit d'1 an de recherche, donc dans le cadre de l'ANR RIMA, qui vise à étudier l'évolution des religiosités féminines islamiques, et puis aussi fruit d'une plus longue expérience au Tchad, terrain que je pratique et que je parcours depuis 2015. Objet du quotidien, en fait, il m'était facile de lancer la conversation sur le Lafaille auprès d'amis, auprès de députés, auprès de responsables politiques, bref, auprès des femmes qui gravitaient autour de moi. 5 entretiens ont cependant été réalisés spécifiquement avec des vendeuses spécialisées dans l'import-export et 2 entretiens avec des esthéticiennes, entre guillemets, ou des professionnels de la beauté. J'ai également assisté à un défilé de mode organisé par l'entreprise tchadienne Tobo Lafaille. Donc, c'est une entreprise créée par une tchadienne, mais qui a aussi de forts liens avec le Soudan, donc qui réunissait ce défilé réunissait à la fois toute la haute bourgeoisie de N'Djamena et des créatrices de mode, des créatrices de Lafaille, en tout cas des customisatrices de Lafaille tchadienne et soudanaise. Donc, je vais passer directement à mon premier point. Donc, tradition, humilité et capital politique. Non. Voilà. Alors, dans une société où la division des tâches est fortement genrée, toute activité publique et a fortiori l'engagement en politique reste encore essentiellement un attribut masculin. Porter le Lafaille permet alors à l'actrice engagée d'exposer son attachement aux normes traditionnelles et religieuses, démontrant ainsi sa respectabilité, sa responsabilité plutôt sociale, tout en légitimant sa sortie de l'espace domestique. Retraçant le parcours de quelques femmes politiques tchadiennes au courant des années 2000, donc Marie-Josée Tubiana, l'anthropologue autrice des clichés que je vous ai montrés juste avant, souligne la double injonction qu'on impose à la femme publique, au statut public. Donc, je cite, « Les hommes reconnaissent aux femmes qui ont réussi à se placer à un niveau égal au leur dans le monde du travail ou le monde de la politique, des qualités de courage, de persévérance, mais ils souhaitent que ces femmes modernes, engagées, parfois plus qu'eux, dans une vie professionnelle, soient aussi des femmes traditionnelles qui ne négligent aucune des tâches et contraintes liées à la maison et la famille. Ils veulent en somme qu'elles soient discrètement belles, ils veulent que leur conduite soit irréprochable, aucun écart ne sera toléré. » En effet, en termes de tolérance ou intolérance, dans un contexte partisan au demeurant fortement concurrentiel, le sapage de réputation est une stratégie régulièrement utilisée pour discréditer toute femme concurrente. Il suffira qu'on voit une femme avec un autre homme
dans un restaurant. Il suffira qu'on voit une femme qui travaille également le dimanche alors qu'elle devrait être en famille. Il suffira qu'elle discute avec un collègue, non pas dans son bureau, mais en sortant à la porte, si vous voulez, du bâtiment, pour qu'elle soit considérée comme une femme facile, ou en tout cas qu'il y ait de forts doutes sur sa réputation morale. En écho à ces logiques de domination masculine quant aux activités féminines jugées immorales, les rumeurs à connotation sexuelle constituent un autre moyen de mise en doute de la moralité des femmes engagées, une stratégie de contrôle de leur trajectoire publique. Bien souvent réduit à un échange de faveurs sexuelles contre postes politiques, une sorte de transaction, leurs nominations sont souvent perçues en fait comme des promotions canapés. À cette pression sociale s'articule également le risque d'être déconsidéré et me jugé au regard de sa vie privée. Si l'on est plusieurs fois divorcé, si l'on n'a pas de mari, si l'on est célibataire, voilà, on sera considéré comme frivole et souvent encline à être traité de bordel, azaba en termes tchadiens, prostitueuse, femme you-you. Donc ces qualificatifs sont nombreux, visant à stigmatiser toute actrice en fait sortant des schémas normatifs, dévoilant en creux l'inégalité des sexualités au regard des pratiques prédatrices masculines qui sont très peu sanctionnées. Craignant la publicisation de tout comportement s'écartant des bonnes mœurs, les actrices adoptent dès leur stratégie identitaire. Éviter tout contact masculin en dehors du domaine professionnel, se déplacer avec un chauffeur privé ou se marier alors qu'on n'en a pas forcément l'envie, constituent autant de précautions pour se mettre hors d'atteinte et éviter tout sapage de réputation, toute rumeur. Médium entre sphère privée et publique, le LAFAI permet en ce sens de légitimer l'évolution du statut et des activités féminines en les drapant autour des atours de la bonne moralité. Par exemple, une députée, ce n'est pas celle qu'on voit sur la photo, c'en est une autre, me disait que voilà, à son retour, donc elle avait étudié à l'étranger, et à son retour, elle était revenue avec un style d'habillement plus ou moins occidental, pantalon, chemise. Et face à la pression de sa belle famille qui l'accusait de faire mauvais genre, elle a dû renoncer à cette tenue pour finalement porter un LAFAI plus traditionnel. Cependant, il y a différents types de LAFAI. Si être voilée constitue la norme pour toute femme musulmane engagée en politique, il faut encore prouver qu'on s'attache à un modèle non pas frivole ou consumériste, mais rigoriste. Les voiles aux couleurs vives et brillantes, aux motifs fleuris, en soie ou transparence, sont proscrits. Il faut le prendre d'une couleur opaque, unie, sans motif, sobre, et le nouer de manière large afin de ne pas laisser transparaître les contours de son corps. Symbole de respect des représentations traditionnelles de la féminité, l'usage social du LAFAI représente également un mode de sociabilité politique dans un contexte partisan, donc aux larges racines communautaires. Donc, une députée, celle qu'on voit sur la photo, Faouzia, faisait l'analogie entre le LAFAI et son uniforme politique. Elle me confiait ainsi, je ne dois pas faire en fait ce que la communauté rejette. Il faut être comme eux, sinon en fait je vais perdre les pédales. Je vais perdre les pédales, ça veut dire ici je vais perdre toute crédibilité et être considérée comme une femme frivole, comme une prostitueuse, etc. Je ne peux pas leur donner l'impression, par mon image, que je suis supérieure à eux, que je fais l'orgueil ou que je ne suis pas une femme respectable. Donc, porter une tenue vestimentaire en adéquation avec les codes traditionnels de sa communauté constitue ainsi un gage d'humilité et partant permet de gagner et de consolider la confiance de ses électeurs. Cette stratégie de proximité, clé selon la députée de sa longévité en politique, ne doit pas uniquement être lue en gain partisan. Appartenant à la communauté, le corps féminin représente l'honneur en fait de son groupe social. À ce titre, l'un des cousins de Faouzia, de cette députée, au retour d'un voyage d'Arabie Saoudite, lui avait offert 3 LAFAI de grande qualité et d'une valeur assez importante, la remerciant ainsi pour, je la cite, que la manière dont tu portes le LAFAI nous honore. Donc bien plus en fait qu'un symbole de reconnaissance sociale, ce cadeau signe le parcours moral sans faute en fait de la députée au regard du crédit masculin accordé à ses débuts. En fait, il faut savoir que
En tant que femme musulmane engagée en politique, il faut toujours avoir l'approbation de son entourage masculin, donc de sa famille au sens restreint et de sa famille au sens élargi. Donc là, le fait que son cousin lui offre 3 la faille d'une haute valeur, ça voulait dire « tu ne nous as pas déçus, on compte sur toi, on a ta confiance », ou en tout cas, on a confiance en toi. Donc, plus ou moins similaire à une relation de dette, il s'agit alors pour les actrices engagées en politique de ne pas décevoir l'honneur de la famille et plus largement de la communauté qui se sont portées caution de leur premier pas en politique. Porter le Lafaille relève alors d'un travail de gestion de sa réputation, assurant d'une part la fidélisation de sa clientèle et la consolidation de sa légitimité en tant que femme à s'exprimer hors de l'espace public. J'en arrive à mon deuxième point. Contrôler le désir masculin et jouer de son attractivité. Donc, si d'un côté, porter le Lafaille de façon décente et sobre participe à la construction d'une identité politique, marqueur d'attachement aux représentations traditionnelles de la féminité, sa signification est tout autre hors du champ partisan. Jouant par le truchement du Lafaille de ses accessoires autour des contraintes morales et physiques imposées à leur sexe, les jeunes filles et jeunes femmes négocient avec les normes de genre et s'aménagent de relatifs espaces d'autonomie. J'ai accompagné, par exemple, une députée issue d'une région du nord du Tchad assez conservatrice, et j'ai eu l'occasion d'observer en fait de nombreux jeux coquins entre jeunes filles et jeunes garçons. Ces rencontres formelles comme un... ça, je vais passer, je suis désolée. Il me reste combien de temps, Issouf ? Allô ? Bon, c'est pas grave, on continue. Donc, qualifiées péjorativement de courtisanes, de danseuses ou de femmes you-you par les plus conservateurs, les jeunes femmes entourant la députée n'en retirent pas moins en fait une certaine liberté d'action. Donc, par exemple, j'étais dans au retour dans la voiture et j'ai pris en photo ces 2 jeunes filles qui font partie de la cour de la députée. Transgressant les clivages genrés des espaces de sociabilité, les jeunes garçons et les jeunes filles que j'ai rencontrés donc, lors du déplacement de cette députée jouaient sur la même natte, ce qui est complètement proscrit dans cette région. Donc, jouaient sur la même natte à des jeux de cartes et profitaient de déplacements en véhicule, comme lors de ce déplacement, pour s'échanger des baisers et des caresses furtives. Alors que voilà, le contexte social, et particulièrement dans cette région, est hyper conservateur. Étonnée par la visibilité de ces échanges intimes, je fus tout autant surprise le soir par les types de Lafaille que ces jeunes filles portaient. Très fine, la qualité du tissu, une amie a qualifié ça de moustiquaire, laissait transparaître en fait en dessous des bodys hyper moulants. Ce qui est complètement en décalage par rapport aux normes socialement attendues. Donc, médiateur du désir plus ou moins interdit, le Lafaille cristallise, par un jeu de transparence, les tensions entre pratiques sociales libérales et conservatisme des apparences. Autre illustration de cette subversion des normes par le truchement des apparences, le Lafaille est porté à N'Djamena, en milieu urbain, dans des milieux religieusement prohibés, tels que les bars et hôtels de passe, ce qui permet en fait aux femmes d'accéder d'une part à des univers dans lesquels elles seraient en principe automatiquement déshonorées, tout en se cachant des éventuels regards masculins qu'elles pourraient connaître pour préserver sa moralité. Donc, caché pour montrer, dérobé pour suggérer, jouer de manière plus ou moins visible avec les codes vestimentaires en vigueur pour leur faire dire autre chose que les interdits qu'ils suggèrent, dénotent de multiples stratégies de subversion et de contrôle féminin sur leurs relations sociales. Pour être complet, le pouvoir érotique du Lafaille doit être articulé aux soins apportés à son corps, et ceci tout particulièrement au sein de la sphère conjugale. La femme tchadienne, c'est sa beauté, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement, alors que je posais la question de la conciliation entre temps professionnel et temps pour soi. Moi, dans mon cas, par exemple, mais comment vous faites pour passer tout ce temps à vous pomponner? Et c'est une règle sociale et c'est une attente sociale très forte. Impératif social, le capital esthétique et pouvoir permettant reconnaissance et valorisation dans l'espace public. Paraître soigné renvoie en effet dans l'imaginaire collectif féminin comme masculin
aux représentations de l'hygiène et du respect de soi, suggérant, en creux, une continuité entre bonne tenue physique et domestique. S'exposer, à contrario, dans l'espace public revient à transgresser les normes de la féminité, remettant en jeu les marqueurs associés au statut d'épouse ou de potentielle épouse. Par exemple, une des jeunes filles, Mariam, que j'ai eu à rencontrer, qui était récemment divorcée, a été interpellée au quartier par un jeune garçon et qui lui a dit « Mais en fait, pourquoi tu ne mets pas d'encens? Pourquoi je ne sens pas le parfum sur tes vêtements? Tu es divorcée, donc il faut que tu mettes ça pour attirer les hommes. » Elle lui a répondu que non, ce n'était pas son objectif. Et elle considérait finalement toutes ces activités esthétiques comme des futilités. Et elle me disait, donc je la cite, « Les gens disent de moi que non, celle-là ne vaut pas la peine, elle ne connaît rien, il faut la laisser tomber, elle ne sait pas comment faire les choses, elle ne sait pas comment prendre soin de sa peau. » Bref, elle-même concluait par « Jamais je retrouverai un mari tchadien, personne ne voudra de moi. » Trait d'union entre sphère publique et privée, paraître belle est la démonstration de ses capacités reproductives et domestiques. Cependant, la perfection vestimentaire et esthétique ne relève pas uniquement d'une contrainte sociale. Le façonnement de son corps et de son apparence permet aux femmes d'acquérir un certain pouvoir au sein de la sphère intime. Voilà, pardon. Stratégie d'assujettissement du désir masculin, c'est les routines esthétiques des femmes, généralement mariées, sont de véritables filtres d'amour. Pardon, j'ai fait une faute à filtre. Comme me l'explique Zénaba, dont le mari vient d'épouser une seconde femme. Donc pour elle, il lui faut d'autant plus prouver sa beauté, entre guillemets, ou d'autant plus mettre l'accent sur son esthétique pour essayer de récupérer son mari afin de garder son statut de favorite. Donc, elle m'explique qu'après sa journée de travail, elle s'occupe d'elle-même et de son mari. Donc, tout d'abord, elle va aller sur le feu, qu'on appelle Mogour. Donc, c'est le numéro 1. Donc, le Mogour, c'est un espèce de hammam traditionnel. On s'assoit sur un trou, on se couvre d'une couverture et il y a du bois qui brûle, généralement du bois de jujubier, qui va favoriser l'exsudation des chairs et le parfumage, tout en favorisant, paraît-il, le resserrement des tissus génitaux. Suite à ce procédé, on va, numéro 2, se faire un gommage au ralta. Donc, le gommage, c'est un gommage à base de pois chiches et de curcuma. Numéro 3, on va pratiquer une épilation au sucre, avec une boule de sucre appelée alawas, qui est aussi une pratique commune au pays maghrébin. On va ensuite s'enduire les cheveux, on va ensuite se faire des tatouages au henné, appelé racim. Puis, on va se mettre du parfum et du fameux douran. Donc, le douran, c'est l'encens tchadien que je mentionnais juste avant. Langage non verbal, certains types de douran, donc d'encens, sont tous spécifiquement préparés et réservés au habibi, au chéri, au mari. Le parfum spécial mari, dénommé rumla, qui est composé de différentes senteurs, santal, musc, etc., constitue en fait la botte secrète de toute femme mariée. Ces techniques d'embellissement associées aux vêtements et accessoires participent ainsi à la différenciation des rôles et statuts sociaux, permettant aux femmes d'asseoir leur position de potentielle épouse, d'épouse ou de potentielle épouse, et ainsi de peser dans la conduite des affaires domestiques et ou s'aménager des marges d'autonomie personnelle par le jeu de la séduction et de l'attractivité. Cependant, la spécificité de ces ornements et rituels évolue et de nombreuses jeunes filles transgressent les marqueurs réservés au statut matrimonial au risque d'être soupçonnées de banditisme ou encore de bordellerie, à l'instar des jeunes filles composant la cour de la députée que je vous ai montré en photo. Donc, plastique, aux recompositions des normes de genre en milieu urbain, le LAFAI témoigne également de la marchandisation des imaginaires. Prétendu symbole du bien-être matériel, le LAFAI et ses accessoires deviennent objets de pouvoir, permettant, par le jeu des regards et des rumeurs, de se placer sur l'échelle des hiérarchies sociales. Donc, c'est ma troisième partie. Accessoire essentiel des luttes de classement entre élites féminines, le LAFAI cristallise les évolutions socio-économiques de la société n'djaménoise. Objet traditionnel, il devient tendance connecté au marché monde et à l'émergence d'un nouveau type de consommatrices soucieuses de souligner la singularité de leur identité.
Reflet de l'embourgeoisement des styles de vie, la jeunesse dorée de N'Djamena diffuse une certaine culture matérielle du succès, pour reprendre un terme de Céline Lesourd, qui imite leurs subalternes. Pour la première, il faut coûte que coûte, donc pour celle, entre guillemets, en haut du panier, il faut coûte que coûte se maintenir à la pointe de la mode, voire la susciter pour les plus fortunés. Le choix des modèles répondent en effet aux critères de l'exclusivité, de la nouveauté et du prix élevé. Il faut que son Lafaille soit original. Il ne faut pas que ses copines aient le même type de Lafaille, et il faut que son prix soit très élevé. Essentiel, l'effet créé par la nouveauté et la valeur matérielle du modèle distingue l'actrice de ses pairs, suscitant l'admiration, l'envie, voire la jalousie. Dans un contexte en fait de diffusion restreinte du consumérisme aux classes les plus aisées, les mises en scène de présentation de soi suscitent un sentiment d'émulation et de concurrence entre membres de la bourgeoisie. L'augmentation hyperbolique des revenus de la classe dirigeante depuis une quinzaine d'années, suite au boom pétrolier des années 2000, se font sentir dans l'ensemble de la société n'djaménoise, que ce soit par mimétisme et souci de se conformer aux normes sociales dominantes, afin d'éviter tout jugement, ou suscitant simplement l'envie des moins riches pour les biens qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir. En ce sens, il est impossible de distinguer le profil socio-économique des clientes fréquentant les boutiques de prêt-à-porter, pour la raison en fait que, je cite l'une des propriétaires de cette boutique, que les pauvres font la même chose que les riches. Elles viennent avec l'argent sur elles ou avec l'argent de leur copain, ou avec leur copain, et le copain va payer. Décriées comme superficielles, les jeunes femmes attendent en effet de leur relation conjugale de nombreux avantages matériels, la frontière entre passion amoureuse ou comportement trop intéressé n'étant jamais nette. Assurance d'une relative aisance dans un contexte économique moribond, les rétributions matérielles attendues permettent également à l'actrice de renforcer en fait son autorité sociale. Lieu de forte sociabilité féminine au sein duquel l'apparence est centrale, les cérémonies qu'on appelle ici le Azuma, donc là par exemple je vous ai mis une photo de mariage, sont les occasions par excellence de se mettre en scène, de mettre en scène en fait son pouvoir symbolique et matériel. Moulin à commérage, c'est que ces sorties sont également l'occasion de commenter la parure de tout à chacune, de convenir que le mari de celle-ci a l'argent parce que la dernière parure qu'elle a est très très chère et n'est pratiquement pas retrouvable à N'Djamena, etc. Commentant avec une amie les photos de mariage, et justement c'était ce mariage-là, je suggérais à cette amie-là que le mari de celle-ci devait avoir l'argent au vu de sa parure. Elle me dit non, même pas, il n'a pas l'argent, c'est la mère de sa femme qui a déboursé beaucoup. Bon, d'accord. Interrogeant par la suite notre ami, donc nouvellement marié, celui-ci me confia qu'il avait dépensé de sa propre poche pas moins de 6 000 € en fait, pour ce mariage, 6 000 €, ce qui était considéré comme rien. Donc, qu'importe en fait sa condition socio-professionnelle, l'essentiel est de susciter l'admiration en renvoyant par l'esthétisation de soi l'image de sa supposée aisance matérielle. Objet permettant la mise en scène de styles de vie plus ou moins ostentatoires, le Lafaille, similairement aux dynamiques de l'élite mauritanienne, étudiée par Céline Lesourd, signe en fait une certaine culture matérielle du succès, complétée par la possession d'une villa et d'une voiture grosse cylindrée. Dynamique globale, sinon planétaire, la valorisation de soi-même par un moyen marchand témoigne de l'extension en fait, et de l'hybridation de logiques supposées contradictoires au sein des rapports sociaux. Gage de tradition et d'honorabilité, le Lafaille témoigne en ce sens de la diffusion. Le Lafaille témoigne également plutôt de la diffusion de logiques consuméristes, voire prédatrices. En effet, si les classes moyennes et bourgeoises tendent à adopter dans l'espace public des codes similaires, l'élite, et notamment ce qu'on appelle ici les intouchables, c'est-à-dire les premiers cercles du pouvoir, s'en distinguent clairement. Donc, estimé à 2 millions de francs CFA, environ 5 000 €, le Lafaille, brodé d'or, arboré par l'ancienne première dame, donc Linda Déby, lors d'un voyage présidentiel aux États-Unis, a fait couler beaucoup d'encre en fait, dans la presse locale. Symbole d'une économie morale de la corruption, la valeur marchande dévoile, cristallise dans les imaginaires les dynamiques de captation et de monopolisation des ressources du pouvoir par quelques-uns. Donc, en guise de conclusion, objet d'adaptation permanente, les significations et interprétations plurielles du Lafaille, que j'ai essayé de saisir au travers de sa matérialité quotidienne, nous permettent en fait une photographie plus ou moins instantanée des profondes dynamiques travaillant la société tchadienne.
Ces multiples usages nous parlent en effet des rapports de pouvoir hommes-femmes, des types de socialisation et comportements attendus au sein de l'espace public, mais également de l'imaginaire du pouvoir travaillant la société tchadienne. Les multiples stratégies vestimentaires usitées par les femmes tchadiennes, bien que non exhaustives, dénotent de divers accommodements plus ou moins négociés et inconscients, plus ou moins inconscients, avec les normes patriarcales dominantes, permettant aux politiciennes d'accéder aux rentes de l'État, pour les plus matériels, aux plaisirs matériels, aux plaisirs sexuels proscrits, ou plaisirs matériels et sexuels proscrits, ou pour les plus astucieuses à la sensibilité de leurs époux. Les usages féminins de l'apparence sont autant de tentatives de mettre à distance la dépendance masculine. Je vous remercie. Merci Cécile pour ta présentation. Voilà, tu es dans le temps. On t'avait donné maximum 45 minutes et tu as pu faire 35 minutes. Il dit merci pour le respect du temps. Pour ceux qui nous ont pris en marche, la présentation de Cécile a porté sur le capital esthétique et agencier des femmes musulmanes à N'Djamena. À travers les différents usages du voile et ses accessoires appelés la faille, Cécile a interrogé la matérialité des rapports de pouvoir des genres. Porté par les femmes tchadiennes engagées en politique, il parle de la faille, une image professionnelle marquée par la modestie et le respect de la tradition, légitimant leur accès à l'espace politique en séparant des atouts de bonne moralité. Cette communication, Cécile l'a fait autour de 3 grandes parties. Une partie introductive qui a essayé de nous présenter un peu le Lafaille dans ses multiples dimensions. Et ensuite, une deuxième partie où elle a parlé de Lafaille à travers son usage traditionnel et son usage que les femmes en font sur le terrain politique. Et une dernière partie, elle a essayé de montrer l'usage de la faille comme moyen pour les femmes pour se faire désirer des hommes et jouer un peu sur leur attractivité. Merci Cécile pour cette intéressante présentation et comme j'ai la parole, je me permets d'être le premier à te poser quelques questions. 2 petites questions en lien avec l'islam, comme on est au Tchad, où l'islam est la religion majoritaire. La première question, c'est l'islam est la première religion majoritaire ou pas? Ou c'est discutable ça? C'est discutable. On n'a pas Ok. de... Le dernier recensement date de 1995 et Ok. les musulmans étaient présents à 60%. 60%. C'était 50... ouais, c'était 58%, je crois. Enfin, Ok. voilà. Ok. 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 En fait, j'aimerais savoir quel est l'usage de la faille, surtout que vous avez montré différents types de la faille, des modèles qui laissent, des parties du corps de la femme, notamment le cou, le dos et tout ça. Et quel est l'usage de la faille dans ces différentes composantes offre à la pratique du culte musulman, par exemple? Est-ce qu'il y a une adaptation, une attitude d'adapter de la faille quand il s'agit de prier ou bien... Ouais. La deuxième question, c'est toujours en lien avec l'islam. J'ai coupé ma vidéo à cause de l'écran qui bouge un peu. On sait que depuis les années 40, l'islam en Afrique noire a été traversé par les courants religieux salafis wahhabis avec un mode d'accoutrement féminin. On a parlé du voile, du hijab et tout ça. Et la rencontre entre hijab et le lafaille, dans un contexte où l'islam, comme tu l'as dit, 59%, peut-être 60%, où l'islam est en position de majorité, quelle a été la négociation entre le lafaille et le voile, le hijab, burqa associé? Merci. Merci, Youssouf. Cette négociation est toujours en cours. De plus en plus de femmes, effectivement, dans l'espace public portent l'ibaya.
Certaines ont délaissé le l'ibaya ont délaissé le lafaï pour l'ibaya parce que religieusement plus strict. On peut aussi penser que c'est lié à la vague au retour en fait des émigrés tchadiens en Arabie Saoudite, donc qui sont retournés après N'Djamena et qui ont importé avec eux, enfin qui ont emporté avec eux ou qui ont importé l'ibaya. Alors que jusque dans les années 90, l'ibaya était encore très minoritaire, en tout cas très très peu visible dans l'espace public. Donc, certaines, voilà, ça dépend, mais en tout cas, il y a un débat entre, je pourrais dire, conservatrices et libérales, ou en tout cas entre tenants de plusieurs courants islamiques différents, qui est toujours en cours. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ibaya est aussi adopté dans une position complètement utilitariste par certaines femmes qui ne seront pas forcément liées à un courant rigoriste, qui peut faire partie de la Tijaniya, qui peut faire partie du soufisme, mais pour des questions de praticabilité. Faut savoir que porter le lafaï et marcher avec le lafaï demande quand même un certain entraînement. Pour des questions de praticabilité, vont porter le libaya ou tout simplement aussi pour ne pas être vus dans l'espace public, pour aller à des réunions, pour assister à des événements avec de forts enjeux où elles n'ont pas envie d'être reconnues. Elles peuvent le porter aussi sans signification religieuse par la suite. Par rapport, en fait, le lafaï, c'est un tissu qui est avant tout ordinaire. Donc, effectivement, il est porté dans de nombreux contextes. Alors après, il y aura un type de lafaï pour chaque événement rythmant la trajectoire de vie de la personne. Un type de lafaï pour aller aux cérémonies de deuil, pour aller aux cérémonies de mariage, pour sortir dans la rue et aller au marché, etc. Donc, ce sera en fonction de la qualité du tissu et de sa couleur. Après, le lafaï, si on le porte correctement, entre guillemets, en tout cas selon le respect de la bonne moralité, le lafaï peut tout à fait rentrer dans une grammaire islamique. Si on se couvre, il va jusqu'aux yeux. Et puis, c'est quelque chose de ample qu'on ouvre qu'on ouvre sous l'aisselle. Donc, pour ne pas laisser transparaître les formes, on l'enroule autour de la tête. Et un peu comme la photo de la débutée que je vous ai montrée tout à l'heure avec le lafaï orange. Bon, son lafaï est orange. Donc, peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit noir ou une couleur moins flashy. Mais il rentre tout à fait, entre guillemets, dans les codes musulmans. Merci, Cécile. Pour les questions, veuillez lever la main comme Fabien Sanson et André Joyal. Et pour ceux qui souhaiteraient laisser leurs questions dans le chat, vous avez aussi cette possibilité-là. Fabienne, bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir Issouf. Bonsoir Cécile. Désolée, j'ai raté le tout début, donc voilà, mais j'avais déjà entendu par ailleurs ton travail, donc j'ai retrouvé des choses. Merci beaucoup pour ta présentation qui était très intéressante. Alors moi, je vais avoir une question qui prolonge un peu celle d'Issouf et du coup, tu as déjà à moitié répondu, mais bon, du coup, je la reformule d'une autre façon pour que peut-être que tu complètes la réponse. Effectivement, c'est le rapport entre le lafaï, donc qui est, si j'ai bien compris, plutôt un voile traditionnel qui n'est pas forcément à connotation religieuse, puisqu'il peut être porté par des chrétiennes comme des musulmanes ou autres. Et donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la question au voile islamique. Est-ce que, parce que là, tu as parlé de peut-être différence, en fait, des femmes qui enlèveraient la faille pour porter un voile islamique avec des tensions peut-être entre conservateurs et progressistes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des jeux subtils qui peuvent entremêler tout ça, des femmes qui peuvent porter le lafaï à certaines situations, dans certaines situations de leur vie, et à d'autres moments se mettre un voile islamique, quel que soit le voile islamique, voilà, en fonction du moment et de la nécessité du moment. Donc en fait, des femmes qui jouent sur tous ces registres différents. Et aussi, je me demande si, mais peut-être que tu n'as pas travaillé là-dessus, est-ce que le voile islamique finalement ne remplit pas exactement les mêmes fonctions, dans le sens où
le voile peut être évidemment porté pour des raisons religieuses, mais aussi parce qu'il est à la mode, parce que c'est la norme à un endroit donné de le porter. Il devient un instrument de mode, voire même un instrument de drague. Et même des femmes qui sont très, très, très voilées, où on ne voit que les yeux, mais elles ont des yeux extrêmement maquillés. Du coup c'est considéré comme, voilà, elles mettent ça vraiment, ça attire le regard et le regard des hommes. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas ces jeux similaires que tu as décrits? On avait parlé aussi la dernière fois au Sénégal de voiles, de femmes qui portent des voiles qui sont transparents, mais c'est des voiles islamiques qui sont transparents. Donc voilà, tous ces jeux qui sont aussi autour d'un voile qui est connoté, lui, pour le coup, vraiment religieux. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Et est-ce que ça, en tout cas au Tchad, à N'Djamena, est-ce que ça, tu le vois? Est-ce que tu as fait des comparaisons? Et merci à toi. Merci Fabienne. Merci, Fabienne. Est-ce qu'on peut prendre la question de Jovial ou bien tu vas répondre et après… Est-ce que je peux répondre? Sinon, j'ai peur d'oublier par la suite. Ok, vas-y. Alors, par rapport au jeu subtil entre femmes qui porteraient, enfin, selon les situations, qui porteraient l'ibaya ou de la faille, oui, clairement. Clairement, mais pour moi, ça fait partie voilà, des capacités de pouvoir et de l'agencialité de ces femmes de jouer selon les moments. Et moi, la première, en fait, n'étant pas… si on enlève le fait que je ne suis pas musulmane, je peux aussi tout à fait porter une ibaya dans certaines situations parce que je sais que c'est l'attente que ça correspondra en fait aux attentes de l'environnement dans lequel je suis, comme je peux aussi porter le lafaille dans d'autres situations. Donc oui, clairement, c'est ça qui est génial à ethnographier et à observer, quoi. C'est tous ces jeux de je te montre pas, parfois je change, parfois je change pas, et voilà. Et par rapport, en fait, je comprends pas ce que tu entends par voile par voile musulman. Alors, au Tchad, en tout cas, il y a le lafaille, il y a donc l'ibaya. Et puis après, on peut se mettre un petit foulard sur la tête qu'on appelle tahar. Mais il n'y a pas d'autre type de voile. Donc, Il n'y a vois pas pas au Tchad des femmes qui portent tout simplement un hijab de base ou alors un djilbab ou le voile intégral ou des choses comme ça avec des degrés vraiment… non, ça n'existe pas au Tchad? c'est le hijab intégral, quoi, du coup. Avec, oui, ça oui. Mais après, ça reste généralement soit le lafaille, soit l'ibaya, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, entre guillemets, j'allais dire, ou alors on va juste porter un voile rapidement, mais c'est quand on va sortir au marché le costume, en tout cas le voile de base, ça reste le lafaille, et puis après on peut monter en gamme selon les endroits où on veut aller, quoi. Selon si on va se rendre dans un mariage, si on va se rendre dans une grande cérémonie, si on va… Je peux y aller? Oui, André, vous avez la parole. Bon, très bien. D'abord, je voulais féliciter la conférencière. Le Montréalais que je suis a été réchauffé par son exposé et par sa tenue vestimentaire, parce qu'ici, il fait moins 10 degrés. Alors, avant que l'on porte ce que porte la conférencière, il faudra attendre quelques mois encore. Alors, voici, c'est plus sérieusement, mon attention a été attirée par le tout dernier cliché, la dernière diapositive, intitulée « Un voile indécent ». Tout d'abord, moi, je n'ai pas vu de voile. Ce que j'ai vu une femme que j'aurais imaginé indienne, des Indes, parce que ce qu'elle porte, à mes yeux, c'est un sari, ça ressemble beaucoup à un sari. Et le teint très peu basané de la femme me la rapproche de la femme indienne en majorité, disons. Et j'ai entendu, si j'ai été attentif, le mot « intouchable » au Tchad. Alors, on sait aux Indes, les intouchables ne portent pas des beaux saris comme celui que l'on voit sur la photo, parce que c'est la caste la plus inférieure, méprisée même. On dit intouchable parce qu'on n'y touche pas, parce que
Ils sont sales, soi-disant, disons. Alors, quelle est la signification du mot au Tchad? Et je reprends ma question. En quoi ce que portait la première dame à la Maison-Blanche, j'imagine, en compagnie du couple Obama, on y a vu quelque chose d'indécent? Merci pour votre question. Alors, ce qu'on appelle en fait au Tchad intouchable, alors d'une part, la première dame est arabe, d'où le teint plus clair de sa peau que d'autres communautés. Et d'autre part, ce qu'on appelle intouchable, c'est vraiment en fait cette caste, pour reprendre un terme propre à l'Inde, c'est les gens qui gravitent autour des premiers cercles du pouvoir. C'est les gens qui sont proches de la famille présidentielle et en l'occurrence de la famille Déby. Donc on les appelle intouchables parce qu'ils ont des passe-droits, parce qu'ils ont des privilèges, et puis on ne peut rien contre eux. On ne peut pas porter plainte, on ne peut pas. Bref, ils se placent vraiment au-dessus des autres communautés et puis même au-dessus de l'État, quoi. C'est un État dans l'État, si on peut dire. Et alors, son voile, pourquoi il était indécent? En fait, il est brodé d'or. Il est brodé au fil d'or et dans un contexte où le Tchad, je crois, est 100... Je ne me rappelle plus les chiffres. 149e sur 151 pays, je crois, sur l'index IDH. Bon, bref, le Tchad est partout dernier dans tous les classements mondiaux. On en parlait avec Youssouf il n'y a pas longtemps. Il y a 9% du Tchad qui est électrifié. Donc voilà, dans un pays économiquement moribond, en fait, Indécent par le luxe. Oui, indécent par le luxe, voilà, plutôt. Oui, et non pas par ce qu'il dévoile. Non. Mais justement, si, il dévoile, oui. et ostentatoire dans ça. Ce qu'il représente, oui. Oui, voilà, c'est ça. Merci André. Question. Minette, Carole, vous avez mangé? Vous ne nous avez pas invité. On vous écoute. Il y a Touré qui lève la main, c'est pas moi. Touré, tu es où? Ok, Fousséni. Fousséni? Ton micro est encore fermé. Ton micro est toujours fermé, Fousséni. Ok, ça marche. Ok, c'est bon maintenant. Mais on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Oui, c'est bon maintenant. Mais on ne t'entend pas, Fousséni. Peut-être que vous pouvez écrire votre question dans le chat. Voilà, dans le chat, oui. C'est une possibilité. Ok, merci. Minette. En fait, je n'avais pas de question, mais tu me pousses à parler. Merci beaucoup. Pour Alhamdulillah. Merci Cécile pour la présentation. C'est ma première fois de vous écouter. En fait, je viens dans le domaine de vestimentaire de la mode. Et la première question pour moi, c'est de comprendre si, selon le code tchadien, il y a des couleurs appropriées pour les femmes. Parce que tantôt, j'ai eu l'impression que vous critiquiez la couleur orange que portait la femme députée. J'aimerais savoir s'il y a une couleur spécifique pour une certaine classe. Et concernant la question de André, que j'ai beaucoup aimé, concernant les intouchables, le mot intouchable, où il a fait la différence avec les intouchables de l'Inde. Ma question est de savoir si est-ce que
le fait qu'il y ait des classes inférieures, est-ce que ce n'est pas commun de toutes les sociétés? Je prends par exemple le cas de l'Occident, particulièrement le Québec où on est en ce moment. Est-ce que je comprends que le système est régi de telle enseigne qu'on ne puisse pas entrer dans ce mot, je resterai dans le mot intouchable, qui est pauvreté totale, mais on sait qu'il y a des personnes assez pauvres. Est-ce que ce n'est pas une autre façon aussi d'avoir des formes, je dirais peut-être cachées ou voilées des classes sociales? Et puis, ma dernière question pour vous, tantôt concernant l'Olibaya, c'est une question assez personnelle pour vous-même qui est sur le terrain. J'aimerais savoir, quand vous faites vos enquêtes, est-ce qu'il vous arrive effectivement de pouvoir porter ces différentes casquettes, c'est-à-dire pouvoir, à un moment donné, porter l'Olibaya pour représenter ce que vous voulez, les informations que vous vouliez, ou porter le Lafaille? Et j'aimerais savoir, pour une personne qui n'est pas habituée, les touristes, est-ce que c'est comme, par exemple, en Arabie Saoudite, où on t'oblige, déjà dès le début, en te donnant un code vestimentaire, que tu es obligé de le porter? Merci. Merci pour vos questions. Alors, la couleur orange, c'est pas moi qui ai critiqué la couleur orange de la députée, mais généralement, si elle avait été dans l'hémicycle, là, la photo a été prise lors d'un déplacement politique. Si elle avait été dans l'hémicycle, pour être bien vue, entre guillemets, elle aurait peut-être dû porter un Lafaille aux couleurs plus sombres. Alors que là, c'est une couleur chatoyante, on la voyait tout de suite. Mais voilà, elle était en campagne politique à ce moment-là, elle voulait en mettre, entre guillemets, plein la vue à ses électeurs et à ses électeurs et aux gens de sa communauté, tout en restant quand même sobre, enfin en tout cas sobre dans son habillement. Son habillement n'était pas extravagant, elle portait le Lafaille comme on s'attendait à ce qu'elle le porte. Donc non, il n'y a pas certaines couleurs qui sont prohibées. En tout cas, en politique, il vaut mieux éviter les couleurs chatoyantes comme le orange, éviter les motifs fleuris. Et en fait, c'est surtout la qualité du tissu et la manière de porter le tissu qui va jouer. Il faut prendre un Lafaille, on appelle ça indigo, donc c'est finalement un voile assez opaque, qui n'est pas fin, qui n'est pas transparent, ce n'est pas un voile en soie qui va tomber de manière plus cintrée, j'allais dire. Donc, c'est plutôt ça qui va jouer, quoi. C'est la qualité la texture, la qualité du Lafaille qui va faire une différence. On ne pourra pas aller à l'hémicycle avec un Lafaille plus ou moins transparent, avec un Lafaille plus ou moins transparent. Par rapport aux intouchables, alors oui, je suis tout à fait d'accord que de toute façon, toute société est fondée sur une différenciation entre classes. On n'en est pas, le communisme n'est pas, enfin bref. Donc par rapport au Tchad, là en fait, la problématique, c'est qu'on a investir l'État, enfin l'État c'est du commerce. Et finalement, il y a tout un noyau qui est lié à la famille politique qui capte toutes les richesses de l'État. Et ces gens-là ne sont pas des justiciables comme les autres, ne répondent pas à la justice. Donc finalement, ils se sont appropriés, si je peux dire, bon là, je n'utilise pas des termes très sciences politiques, mais si vous voulez, ils se sont accaparés toute une partie de l'État. L'État par derrière, l'État qui rapporte de l'argent à leur propre fin personnelle. Donc, en fait, ça pose un vrai problème en termes de redistribution des richesses. Ça pose un vrai problème en termes de justice. Et puis, ça pose aussi un vrai problème, en fait, en termes de démocratie, quoi, plus généralement. Et par rapport à l'Ibaya, oui, d'un point de vue réflexif, effectivement,
Moi, pendant mon terrain, donc j'ai travaillé notamment avec les salafistes lors de ma thèse et je portais l'ibaya. Pour moi, c'était une manière voilà, sur un sujet aussi difficile, c'était une manière de prouver en fait ma bonne foi. Même si ces gens, j'imagine, ne croyaient pas forcément au fait que je me présentais d'ailleurs pas comme musulmane. Mais donc c'était quelque chose de très clair, mais je pense que ça a été aussi un moyen de mettre en confiance et d'instaurer un dialogue plus juste, quoi. Il y a un ami qui me disait, mais voilà, toi, enfin, quand tu arrives chez quelqu'un, tu passes pas par la fenêtre, tu passes par la porte. Donc, pour moi, ça rentre aussi, c'est aussi notre boulot d'anthropologue de nous adapter aux contraintes, de nous adapter à l'environnement dans lequel on bosse. Et oui, N'Djamena, effectivement, c'est pas du tout comme en Afrique de l'Ouest. Il faut porter en tout cas pour les femmes, les vêtements longs sont recommandés. Moi, je peux pas me balader comme ça dehors. Donc, voilà, pas de t-shirt, pas de débardeur, il faut que les épaules et jusqu'au coude soient couverts. Pareil pour les jambes en dessous des genoux. Enfin, voilà, il y a une très forte pression sociale par rapport à ça. Et puis même en tant que touriste, au bout de 3 insultes, vous-même, vous comprendrez et vous porterez des choses. Merci Cécile pour ces réponses. Je ne sais pas si Fossil a maintenant le micro ouvert. Bon, ok, je pense que ta question a été notée par Laurence qui va se charger de la communiquer. Laurence? On n'arrive pas à vous entendre, Monsieur Touré, même si votre micro est ouvert. En tout cas, je me suis proposée pour lire votre question dans le chat. Donc, la question de Monsieur Touré, c'est est-ce que tu as constaté une certaine forme de radicalité dans le phénomène de voilement au Tchad de type salafiste? Mais radicalité, comment? C'est quoi la radicalité? Avec de l'Ibaya? Bah, Charia. il y a une forme de rigorisme religieux. Clairement, une volonté de retour au texte islamique, de relecture littérale du Coran et des préceptes coraniques. Oui, oui, bien sûr. Et qui est lié justement au retour au pays des Tchadiens partis en Arabie Saoudite, partis dans les pays du Golfe pour faire du commerce et pour chercher les connaissances religieuses. Et maintenant, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la bonne moralité. J'en parle dans l'article du cahier d'études africaines. C'est aussi pour bien se montrer, pour prouver qu'on est plus religieux que les religieux. C'est aussi une image de soi, c'est aussi une présentation de soi. Merci Cécile. Et à vous? Je ne vois pas des mains en l'air. Les Ivoiriens. Youssouf Bakayoko. Ousseini Daboné. Quadio Patrice. Angelin Kona. Bon. S'il n'y a plus de questions, ça veut dire que vous avez tellement aimé. Ah, 2 questions. Minette? Après, c'est vrai que je ne vous ai pas prévenu, Issouf, mais je dois récupérer ma fille. Après, il est 19h passé chez nous. Ok. Combien de Ça vous minutes dérange pas maximum? la session? Combien de minutes maximum tu nous accorderais? Oui, encore 10 minutes jusqu'à. Il faut que je sois à la maison à Ok, 20, 10 30. minutes, ça marche. Ok, 10 minutes, ça marche. Désolée. Ok. Quadio Patrice? Quadio Bonsoir. Patrice, Bonsoir, mesdames et bonsoir, messieurs. Patrick. Voilà, excusez-moi, mais je suis venu un peu en retard.
réellement, le sujet m'intéressait, mais compte tenu de mes obligations pédagogiques, je suis venu un peu en retard et je n'ai pas bien suivi la conférence, mais je pense que j'aurai l'occasion de contacter la conférencière pour échanger avec elle après sur le sujet. Alors, moi, j'ai une seule question. Le voile qui est porté dans la région musulmane, pour moi, a des sens assez symboliques. Donc, je voudrais savoir si la conférencière a touché le symbolisme qui se profile au-delà de ce voile qui est porté dans cette communauté tchadienne. Et si oui, quel est le sens, je dirais, symbolique qui est derrière, et au-delà de ce symbolisme-là, qu'est-ce que cela traduit pour la religion musulmane? Parce que c'est vrai qu'on porte le voile, mais est-ce qu'au-delà du voile, il y a d'autres éléments qui sont pas perçus par le commun des mortels? C'est ce que je veux vraiment comprendre, parce que le voile vraiment a plusieurs sens. Je n'ai pas suivi la conférence, mais voilà, c'est un peu ce que je voulais savoir. Je vais le faire très rapide, mais sinon, je vous invite à réécouter la conférence. Justement, c'était mon propos. Moi, je cherche à désislamiser le voile. Effectivement, il y a une signification religieuse qui est très forte. Mais moi, je voulais voir comment il interagissait avec l'ordinaire, avec le quotidien, et comment il était réapproprié par ces femmes. Donc, j'ai montré que c'était une stratégie pour légitimer sa sortie de l'espace domestique, que c'était un gage de bonne moralité au sein de l'espace politique. J'ai aussi montré que c'était un gage pour de bien savoir, entre guillemets, tenir son foyer, d'être une bonne épouse, en fait. Donc, prendre soin de soi, prendre soin de sa parure, prendre soin de son voile. Ça veut dire, pour le faire bref, qu'on est capable de bien tenir son foyer et d'élever correctement, d'éduquer correctement ses enfants. Et le voile, c'est aussi un moyen de se montrer, de montrer sa richesse, de montrer son pouvoir et son aisance sociale. Il y a différents types de voiles, différents types de voiles à différents prix. Donc, quand on en possède un dont on a l'exclusivité, qui est très cher et qu'on est seul à porter, eh ben, ça dit quelque chose de nous dans l'échelle des hiérarchies sociales. Voilà, en résumé. Merci, Cécile, pour cette énième réponse. Laurence, merci, Patrice. Laurence, tu as ta main levée? Oui, en fait, il y avait une autre question de M. Fousseni Touré là, dans le chat que je voulais lire, là, si on a encore deux, trois petites minutes. Là. La question, c'est, je vois que tu as plutôt observé le phénomène d'en haut, donc depuis les sphères de pouvoir. Est-ce que tu as essayé de faire une comparaison avec la société d'en bas, donc les classes plus populaires? Alors, oui, je ne pourrais pas vous expliquer. Il y aurait tout un travail intéressant à faire sur justement les différents types de voiles portés dans la vie ordinaire. Donc, comme je le disais, il y avait des voiles pour aller au décès, pour aller à la place mortuaire, pour aller au marché, pour rester tout simplement chez soi. Donc, oui, il y aurait encore un travail à faire là-dessus, effectivement. Minette. En fait, Cécile, vous avez dit tantôt que, je crois que vous l'avez nommé lors de la députée, quand elle a été élue, son frère lui a offert 3 voiles, un peu comme pour montrer son engagement avec sa culture, sa société. J'aimerais savoir si, par exemple, une femme qui prend le pouvoir et qu'elle ne veut pas être voilée, est-ce qu'elle sera, par exemple, acceptée par la société? Et elle est musulmane? Non. Clairement, non. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est obligatoire en tant que musulmane de porter le voile. Je ne connais aucune musulmane qui ne porte pas le voile. Obligatoire.
Et par exemple, pour vous donner, là, quand je parlais de Tchad, de pays chrétiens, musulmans, et le fait que le voile soit aussi approprié par des chrétiennes comme voilà, un gage de respect des traditions, on a une ministre du genre, donc, qui est chrétienne et qui porte très régulièrement le lafaille lors de réunions publiques, lors de cérémonies officielles. Donc voilà, il y a cette espèce de jeu entre les deux. Le lafaille a plein de significations. Et là, dans son cas, c'est vraiment pour montrer que ouais, je suis attachée à la culture tchadienne. Le lafaille, c'est le Tchad, entre guillemets. OK. Ok, merci Minette, merci Cécile pour cette intéressante communication. Merci à tous et à toutes pour votre présence à cette conférence, la deuxième de l'année. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine conférence qui aura lieu le 23 février à la même heure et ce sera prononcé par André Chapat, qui est de l'Université de Genève, et la rencontre va porter sur son livre intitulé In Search of Tunga, Prosperity Almighty God, and lives in Mopti. Mopti, c'est dans la région enfin, c'est au Mali, une région, si je ne me trompe pas, au sud de Bamako, c'est ça? Voilà. Non, à l'est. Voilà, à l'est de Bamako. Voilà. Je suis d'ailleurs là, je suis là. Je suis à Mopti. Ah, tu es à Mopti, ok. Oui, je suis à Mopti comme ça. Ok. Donc, ce sera une rencontre autour du livre d'André Chapat et qui va porter sur son terrain qu'il a eu à faire dans cette région dans le cadre de sa thèse de doctorat qu'il a défendue en 2014. Et le livre, il a été publié tout récemment, en 2022, à Michigan University Press. Et le rendez-vous, c'est le 23 février, Inch'Allah. Donc, merci à tous, merci à toutes pour votre présence. Merci Cécile. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Bye, 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 bye.